reprendrai la parole après Madame Ricôme pour vous donner quelques informations sur l'avenir du réseau. Mais je lui souhaite la bienvenue. Sachez qu'on est vraiment très honoré de votre présence et que les médecins qui vous entourent nous soutiennent énormément, notamment Isabelle Baucher. Il faut quand même qu'on la cite. Je ne sais pas si elle sera là aujourd'hui, peut-être pas. Elle a de bonnes raisons de venir. En tout cas, Isabelle a été toujours un soutien, notamment quand il s'est agi, il y a 18 mois, d'obtenir la reconnaissance INCa. Elle a été extrêmement présente et elle est, aux côtés de Xavier Blaiseau, très très présente pour nous aider. Merci, madame. Merci beaucoup, docteur André, de ces quelques mots. Effectivement, je suis maintenant depuis plusieurs mois dans cette région de Basse-Normandie et je mesure les enjeux de santé, mais aussi l'engagement des professionnels qui, comme vous l'avez dit, docteur André, sont effectivement une ressource rare, mais d'autant plus engagée qu'elle est rare. Et donc, je pense que dans ce domaine de la cancérologie, c'est un point absolument majeur pour avancer. Donc, je vous remercie, docteur André. Je remercie monsieur Blaiseau, coordonnateur du réseau régional, et toute l'équipe d'Onco Basse-Normandie, de m'avoir invité à ouvrir cette journée que je souhaite fructueuse. Alors, l'année 2014, vous le savez, a été marquée par la publication du 3e plan cancer. Et bien sûr, je ne vais pas rentrer dans ces détails puisque tout à l'heure, vous aurez un exposé de ce qu'il contient en tout début de matinée. Mais je souhaitais cependant revenir sur quelques points qui sont, pour ma part, les enjeux majeurs que l'agence doit considérer comme une priorité en Basse-Normandie. Donc, ce 3e plan cancer étant une des priorités du ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits de la Femme, donc de notre ministre, Madame Marisol Touraine, je me dois, en tant que directrice générale de l'Agence régionale de santé, de le décliner dans la région. Alors, sur le plan de la santé publique, ce plan cancer, comme vous l'avez vu, il met l'accent notamment sur deux points, la prévention et le dépistage. Dans ce domaine-là, nous devons poursuivre et encore accroître nos efforts dans notre région, car le taux de dépistage organisé en région reste très inférieur aux objectifs qui sont fixés dans le 3e plan cancer, qui sont, pour rappel, 70% de participation de dépistage pour le cancer du sein et 60% de participation pour le cancer colorectal. Pour ces deux pathologies, ces deux plutôt dépistage, puisque si on en est au dépistage, on n'est pas encore dans la pathologie. Et pour ces deux dépistages, nous sommes en région Basse-Normandie pour le cancer du sein à un taux de entre 49,5 et 59,5% selon les départements. Et pour le cancer colorectal, entre 31,2 et 39,2 de participation selon les départements. Donc, nous avons une marge de progression et c'est un point sur lequel nous allons travailler avec vous, bien sûr. Le second enjeu, qui est en lien avec la stratégie nationale de santé, c'est celui du parcours des soins, de soins des patients, et la cancérologie se prête particulièrement à cette transversalité qui est souhaitée par notre ministre. L'organisation des soins a évolué avec les deux premiers points, mais elle reste principalement concentrée sur le volet hospitalier. De gros progrès ont été faits dans ce domaine-là, et il faut les saluer. Mais comme nous le savons, et c'est une bonne chose, le patient passe de moins en moins de temps à l'hôpital au cours de sa maladie, et il en passera de moins en moins d'ailleurs avec l'évolution des techniques et des pratiques. Il me semble donc essentiel que nous continuions à travailler tous ensemble pour organiser la fluidité de ce parcours entre l'hôpital, la ville, le secteur médico-social, entre soignants et les différentes professions de soignants, que sont les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les autres, et puis avec le secteur social, bien évidemment, et bien sûr avec le patient qui doit être un acteur de plus en plus présent dans la prise en charge de sa pathologie.
Dans les 10 ans qui vont venir, nous allons assister, et c'est un des points, un des axes majeurs de la stratégie nationale de santé, à une progression de la chirurgie ambulatoire. Nous allons également voir évoluer les techniques de radiothérapie, qui vont évoluer vers la diminution du nombre de séances, et surtout voir arriver les thérapies ciblées, qui vont continuer à se développer rapidement et qui seront de plus en plus administrés par voie orale ou à domicile. Donc c'est des points qui vont effectivement changer complètement la prise en charge de nos patients. À cet égard, et notamment au dernier point, je tiens tout particulièrement à saluer les équipes de la région qui ont été reconnues par l'INCa dans le cadre de l'appel à projet 2014 pour mettre en œuvre un programme d'éducation thérapeutique en chimiothérapie orale et la formation des acteurs avec le Centre de lutte contre le cancer François Baclès, le réseau Onco-Basse-Normandie et les 3C. Il me paraît absolument primordial que nous puissions réfléchir au niveau régional au parcours de soins de nos patients, et je remercie vivement pour l'ensemble de ces travaux les membres de ce réseau qui sont très très actifs dans ce domaine. Alors bien évidemment, les 2 premiers plans ont vu avancer et se poursuivre l'organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire qui a été facilitée par le développement des systèmes d'information et par la visioconférence, sans oublier le dossier communicant en cancérologie, en cours de construction et qui devrait être opérationnel fin 2015, mais aussi la mise en place du dispositif d'annonce, personnalisé de soins pendant et après la maladie, des soins de support qui sont un point majeur et sur lequel je sais que vous travaillez beaucoup. Bien sûr, tous ces points ont été construits en proximité avec le patient autant que possible. Alors la recherche, qui est un grand enjeu de ce 3e plan, doit bien évidemment être portée par les acteurs régionaux, et je sais que les responsables du réseau sont particulièrement attentifs à ce domaine et que vous en parlerez probablement dans la journée. L'enjeu qui doit réunir au premier plan tous les acteurs de la région dans ce 3e plan cancer doit également réunir les 2 établissements de référence régionaux en cancérologie que sont le CHU et le Centre de lutte contre le cancer François Baclès. Alors bien que les coopérations entre les structures, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, et soient toujours un sujet complexe, je salue les équipes des 2 établissements qui ont levé un à un tous les écueils et tous les obstacles permettant le regroupement effectif de leurs activités d'hématologie sur un site unique qui sera opérationnel dès le mois de janvier 2015. Et je pense que c'est en rassemblant nos forces en cette matière comme dans d'autres, en fédérant sur des projets concrets et sur des avancées très pratiques autour de projets partagés que nous pourrons relever tous les défis qui sont les défis de la santé de notre population bas-normande. Enfin, bien sûr, je n'oublierai pas dans cet exposé l'accès pour tous aux nouvelles technologies. Je pense à l'accès aux plateformes d'oncogénétique et de biologie moléculaire qui sont indispensables pour que chaque patient bénéficie de traitement le plus adapté à sa pathologie, à sa propre pathologie et à son cas particulier. Voilà ce que je voulais vous dire pour ouvrir cette journée. Je vous remercie de cette présence, je vous remercie de m'avoir invité. Surtout, je vous souhaite une très bonne journée, une journée très fructueuse autour de cette thématique majeure pour les enjeux de santé de la population bas-normande. Merci, Madame Rico. Je voudrais juste rajouter deux, trois phrases. Vous avez vu le programme, vous avez aussi retourné le programme, vous avez la liste de tous les laboratoires et autres firmes qui sont associés à cette journée. Essayez d'aller les voir, car ils font de gros efforts pour être présents. Et ils sont un peu loin situés dans le couloir, n'hésitez pas.
Je voudrais vous dire que vous avez vu le programme instauré par l'équipe de Xavier. C'est un programme qui déroule un peu notre vécu quotidien en matière de cancérologie. Le premier qui va intervenir sera Emmanuel, qui parlera d'oncogériatrie. Vous savez qu'Emmanuel Sevin est à l'origine de tous les consultations d'oncogériatrie en Basse-Normandie. Il a formé un grand nombre de gériatres à l'oncologie et on lui est très reconnaissant parce que l'oncogériatrie prend une importance de plus en plus considérable dans notre pratique, compte tenu du vieillissement de notre population. Je ne vais pas repasser en revue tous les sujets de la journée. Je suis assez content qu'on ait mis les référentiels concernant le cancer du sein qui ont été révisés avec Christelle Lévy au printemps dernier. C'était 2 beaux samedis qu'on a consacrés, non pas à aller à la plage, mais à réviser ces référentiels. Ils sont utiles, ils sont consultables sur le site internet Onco Basse-Normandie qui est bien sûr à votre disposition. À propos de site, vous savez que c'est notre navire amiral. On ne peut pas trop employer le mot navire en ce moment compte tenu de l'hécatombe sur Saint-Malo, la Guadeloupe, mais c'est quand même notre navire amiral. Et allez sur ce site, vous allez être heureux de trouver des vignettes qui vous permettent d'accéder depuis tout de suite directement à des notions de prévention. Xavier et son équipe ont organisé un tournage à propos de la prévention du cancer du col de l'utérus, à propos du dépistage précoce du sein, et de la prévention et du dépistage du cancer du côlon. Tout ça va être divisé en 3 films qui ont été tournés par TV Normandie. Notamment, je pense, moi, pour ma chapelle, à la prévention du cancer du col par la vaccination contre le papillomavirus. Vous verrez plusieurs spécialistes, notamment Éric Angers-Anapat et puis Gilles-Marie, chirurgien à Cherbourg, ont été sollicités pour dire tout le bien qu'ils pensent de cette vaccination. Et le professeur Brouard est également intervenu pour dire que finalement, il n'y a pas plus de maladies neurologiques de type sclérose en plaques que dans la population générale, contrairement à ce qui est dit en France. On a un taux de vaccination extrêmement modeste en France, de l'ordre de 25 à 30%, ça frôle le ridicule. Les pays comme l'Australie ou comme le Canada ont réussi à atteindre un taux de couverture de l'ordre de 80%, et comme vous le savez tous et toutes, il y a une quasi-disparition des lésions précancéreuses du col de l'utérus. C'est formidable. Vous verrez également sur ce site l'apparition d'un document qui a été élaboré par Florent Joly et toute son équipe à Baclès qui s'appelle Tessitox. J'y tiens beaucoup parce qu'avec les thérapies ciblées, on a énormément d'effets latéraux indésirables, parfois surprenants, parfois mortels. Et ce document Tessitox sera accessible en un clic, puisque nous utilisons de plus en plus les thérapies ciblées, Madame Ricôme l'a rappelé. Les grands enjeux dans l'année qui vient pour le réseau sont multiples, bien sûr, parce qu'on poursuit pas mal de buts ensemble. Les grands enjeux, c'est la chimio orale, Madame Ricôme l'a rappelé, le DCC, le dossier communicant en cancérologie. L'échéance est très rapide, c'est-à-dire fin 2015, vous l'avez rappelé. Actuellement, c'est en train de se mettre en place. On est en train d'imaginer que les RCP informatisés des centres de référence rentrent dans ces DCC. Il y a un gros boulot à imaginer, mais je suis persuadé qu'on y arrivera. Une autre échéance, c'est à inscrire dans vos agendas, fondamental, c'est le 19 juin, c'est les soins oncologiques de support. C'est la réunion qui a lieu au château de Caen. Vous savez que chaque année, c'est une belle réunion qui est visible sur le site internet. La vidéo est accessible. Et ces réunions sont un peu le pendant de cette journée régionale de cancérologie. Mais pour les soins de support, vous savez combien c'est important. Tous les jours, on fait du soin de support sans le savoir. Je suis
désolé, je vais passer la parole à Emmanuel Sevin. Je vous prie de m'excuser de vous quitter dans quelques dizaines de minutes parce que, en fait, le congrès de scénologie commence demain à Toulouse et j'ai la chance cet après-midi de foncer à l'Oncopole de Toulouse qui est quelque chose comme un peu la Mecque, si vous imaginez ce que ça veut dire. Voilà, merci d'être venus, on est très nombreux. Merci d'être venus nombreux. Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Thomas Poré, je suis gériatre à l'hôpital de Cherbourg et j'ai donc le plaisir d'accueillir pour vous le docteur Sevin, oncologue au centre François Baclès, qui donc va vous présenter le rôle et les missions de l'unité de coordination en oncogériatrie, étant lui-même coordinateur avec le docteur Bouclé de l'UCOG. Merci Mathilde, bonjour à tous. Merci au réseau de l'invitation pour vous présenter l'UCOG et ses missions. Merci aussi de faire de la conférence d'ouverture, c'est un honneur auquel je ne m'attendais pas. Donc, on va parler de l'unité de coordination de oncogériatrie, on a beaucoup entendu parler déjà, donc on va faire un point. Alors l'historique, l'oncogériatrie, c'est pas récent. L'oncogériatrie, ça a commencé en 1995 en France. Il faut savoir que la France est pionnière en oncogériatrie dans le monde. En dehors de Balducci et d'Exterman, tout le reste, entre guillemets, vient de la France. Et en 1995, c'est l'équipe de Droz à Lyon qui a commencé à mettre en place l'oncogériatrie en France, très vite suivie par les équipes de Bordeaux et de Paris. Et puis en 2000-2005, nos instances se sont penchées sur la problématique et puis ont commencé à réfléchir sur comment on pouvait développer l'oncogériatrie en France. Et donc, l'oncogériatrie a commencé à être inscrite dans les plans cancer. Un petit bug informatique. 2006 a été le premier appel à projet par l'INCa pour mettre en place en France des unités pilotes en oncogériatrie sur quelques régions de France. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis en 2011-2012, ça a été le deuxième appel à projet pour la mise en place d'une unité de coordination en oncogériatrie. On n'est plus dans le pilotage, on est dans la coordination sur l'ensemble du territoire français et d'outre-mer. Alors un état des lieux rapide un peu d'épidémiologie, mais très rapide pour vous donner les chiffres les plus récents. Voilà, à peu près plus de 30% des patients ayant un cancer ont plus de 75 ans. Pour dire que c'est un chiffre important, on était sur des chiffres de 20 à 25% il y a 15-20 ans, on est à plus de 30% sur les derniers chiffres 2012. Et puis, le vieillissement de la population, vous voyez que les plus de 75 ans, on est en 2010-2015, on va avoir une augmentation de la population de manière significative jusqu'en à peu près 2050 où il y aura un plateau, puisque c'était les personnes du baby-boom qui vont décéder à ce moment-là, et donc il y aura un plateau, il y aura moins d'augmentation de la population, mais jusqu'en 2050, on va avoir une augmentation très importante de cette population âgée. De même, juste une diapo sur l'épidémiologie, j'ai pris les femmes, j'aurais pu prendre les hommes, mais bon, honneur aux dames. Juste pour vous dire que c'est vrai que les femmes, on pense que c'est le cancer du sein, qui est vraiment le cancer dont l'incidence est la plus importante. Certes, en nombre, c'est très important, mais quand on regarde ce chiffre, en fait, il n'y a que 24% des cancers du sein qui surviennent chez les patientes âgées de plus de 75 ans. Par contre, plus de 50% des femmes qui ont un cancer du côlon ou du rectum ont plus de 75 ans. Donc vous voyez, finalement, il y a quasiment autant de patients de plus de 75 ans qui ont des cancers du côlon-rectum que des femmes. Donc l'épidémiologie est très importante pour nous donner les axes sur lesquels il faut agir pour dépister, pour traiter et mettre l'accent sur les actions. Alors, les unités pilotes en oncogériatrie, donc 2005-2006 jusqu'à 2011, ça a permis quoi? Ça a permis d'une part de définir l'oncogériatrie, parce qu'au début, l'oncogériatrie, on ne savait pas trop ce que c'était.
Et l'oncogériatrie, ce n'est pas une spécialité. C'est différent de l'oncopédiatrie. L'oncogériatrie, c'est la mise en liaison de deux filières de soins différentes, que sont la filière gériatrique et la filière oncologique. Et l'objectif de l'oncogériatrie et de l'unité de coordination, c'est de faire travailler ensemble ces deux filières différentes. Et puis, ça permet aussi de définir des synthèses et des recommandations pour le développement de l'oncogériatrie sur l'ensemble du territoire français. Voilà, le plan cancer, on le connaît tous, on y reviendra en fin de session, donc je ne vais pas y passer. Ce qui est important, c'est de savoir aussi que l'oncogériatrie, tous les objectifs du plan cancer sont dans le SROS 3 de Basse-Normandie, c'est-à-dire que c'est opposable à tous les établissements qui sont autorisés à faire de la cancérologie. Les unités de coordination, on arrive au sujet du jour. Ils ont 4 missions. Première mission, c'est de mieux adapter les traitements chez ces personnes âgées de plus de 75 ans avec une collaboration oncologue et gériatre. C'est de promouvoir cette prise en charge dans toute la région et pas de manière centralisée, vraiment de manière centrifuge afin de la rendre accessible à tous. C'est de contribuer au développement de la recherche en oncogériatrie, on va y revenir. Et puis, c'est de soutenir l'information et la formation en oncogériatrie sur les territoires d'action. Alors voilà l'ensemble des UCOG au niveau de la France. Nous sommes ici, entité CAR, là. Donc la Basse-Normandie est une unité de coordination en oncogériatrie. La Haute-Normandie, initialement, n'a pas été retenue au niveau de l'INCa, et donc la Haute-Normandie a été rattachée en fait à la Basse-Normandie. Donc au niveau de la Basse-Normandie, nous coordonnons à la Basse et la Haute-Normandie. L'organisation, on a donc un comité de pilotage qui comprend les représentants de la cellule opérationnelle, un représentant de chaque 3C de la Basse-Normandie, un représentant gériatrique de chaque équipe oncogériatrique qui ont été définis au niveau de la Basse-Normandie. Il y a le coordinateur du réseau, parce que sans le réseau, on ne peut pas travailler. Un représentant des usagers. Il y a un radiothérapeute, un hématologue. Il y a aussi un médecin généraliste, afin d'essayer de pouvoir coordonner au mieux et diffuser au mieux l'information. À ce comité de pilotage, on retrouve une cellule opérationnelle dont l'objectif est de mettre en place les actions qui ont été proposées, décidées et validées par le comité de pilotage. Et puis en dessous, vous avez les équipes oncogériatriques qui sont le relais au plus près des patients, avec donc les villes actuellement où les équipes oncogériatriques fonctionnent, et puis encore 3 villes qui restent un peu en suspens, Alençon qui ne devrait pas tarder à démarrer, et puis Lisieux et Avranches qui sont un peu en retrait, faute de médecins disponibles pour mettre en place ces évaluations, tout simplement entre guillemets. Voilà un petit peu l'organisation globale. Donc le comité de pilotage de l'UCOG interrégional, qui travaille en collaboration avec les coordinateurs de l'antenne oncogériatrique qui est la Haute-Normandie, qui a son propre comité de pilotage. Vous avez la cellule opérationnelle de l'UCOG, donc qui est responsable de l'organisation des soins sur le territoire bas-normand, et puis qui est aussi responsable de la formation, de la recherche et de l'information sur l'ensemble du territoire normand. Alors, comme ils ne peuvent pas faire tout, et qu'il est important aussi d'impliquer les acteurs de terrain, on fait bien sûr appel aux équipes oncogériatriques de bas-normand, mais aussi de Haute-Normandie et aux coordinateurs de l'antenne d'oncogériatrie pour nous aider dans tout ce travail. Alors le premier axe, c'est les patients, et le premier point qui est le plus important, c'est d'arriver à screener les patients fragiles qui doivent bénéficier d'une évaluation d'oncogériatrie. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle le G8, qui devrait être réalisé pour tous les patients de plus de 75 ans. Ça peut être fait par un médecin, par un attaché de recherche clinique, par une infirmière. C'est tout simple, ça prend moins de 5 minutes à faire en consultation. Après, à chaque établissement de s'organiser. Mais ce G8 devrait pouvoir être fait partout, dans tous les établissements de Basse-Normandie, que ce soit les établissements autorisés ou même les autres établissements type EHPAD, etc. Et son objectif, si le score est inférieur à 14, est d'adresser le patient pour une évaluation oncogériatrique.
Après, une fois qu'on a fait le screening, l'objectif, c'est de mettre en place ces évaluations oncogériatriques. Et l'idéal, c'est au plus proche du domicile du patient. Et c'est aussi d'éviter de centraliser ces évaluations. Je vous prends l'exemple du centre, puisque je le connais bien. Au centre, on a en gros 1000 nouveaux malades de plus de 75 ans. Ça ne prend pas en compte les rechutes, les patients de plus de 75 ans qui rechutent. Sur ces 1000 patients, on sait qu'il y en a à peu près 40 à 50% qui nécessitent une évaluation oncogériatrique. Puisque 25% en gros sont grabataires, donc on ne fera pas de traitement. 25% sont considérés comme un vieillissement harmonieux, donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de fragilité particulière. Donc en gros, il y a 40-50% qui ont besoin d'une évaluation oncogériatrique. Actuellement, avec notre fonctionnement, on arrive à faire à peu près 330 évaluations par an. Or, on aura besoin d'au moins 500 par an. En plus, nos patients viennent à 50% du Calvados, mais à 25% de l'Orne et à 25% de la Manche. Donc on fait venir des patients exprès pour faire des évaluations oncogériatriques de ces départements vers Caen. Et l'objectif, un objectif de l'UCOG, c'est que ces patients puissent se faire évaluer au plus proche de leur domicile. Donc le bénéfice de ces évaluations, c'est d'anticiper la survenue d'événements intercurrents afin de permettre de maintenir la qualité de vie du patient, de limiter les hospitalisations et de limiter la toxicité. C'est de tenter de définir au mieux le risque de décès compétitif entre le cancer et les fragilités du patient. Et puis, c'est d'orienter l'oncologue dans le choix d'un traitement optimal, adapté pour le patient en fonction de son cancer et du stade et en fonction de ses fragilités. Et pour ça, il y a besoin qu'il y ait une synthèse claire dans l'évaluation oncogériatrique. Et il est important aussi que le gériatre et l'oncologue aient le même discours, sachent de quoi ils parlent. Alors, voilà un petit peu le schéma de la prise en charge globale. On va passer vite, mais grosso modo, vous avez le screening, l'évaluation oncogériatrique. On arrive par cette évaluation le plus souvent à classer les patients en 3-4 catégories, entre le vieillissement harmonieux qui peut bénéficier d'un traitement standard, les groupes très fragiles sur lesquels on s'oriente vers les soins palliatifs, et puis le groupe intermédiaire où là il est important de connaître l'espérance de vie et la compétition entre le cancer et les comorbidités pour savoir quel traitement oncologique on peut mettre en route. Alors ça, on va passer pour gagner un petit peu du temps, parce que je pense que cette diapo-là, par contre, est très importante. Les prérequis pour que ça marche, c'est qu'il faut que, 1, ce dépistage par le G8 soit fait de manière systématique. 2, que l'oncologue pose une question au gériatre. Si l'oncologue envoie le patient au gériatre, comme ça, sans question, le gériatre va dire il est fragile, il n'est pas fragile, mais il est fragile pourquoi? Il est fragile pour faire quel traitement? Point d'interrogation. Donc il faut que l'oncologue dise voilà, ce patient il a ça, normalement je lui fais ce traitement, et avec ce traitement, j'espère lui prolonger sa survie de temps, j'espère avoir une réponse de temps pour calmer les symptômes, est-ce que c'est faisable ou pas? Et ça, il faut absolument que l'oncologue pose cette question, sinon l'évaluation gériatrique ne servira strictement à rien. Il faut que l'évaluation oncogériatrique ne retarde pas la prise en charge oncologique, et ça c'est un frein pour les oncologues, c'est vraiment leur première question. C'est dans quel délai pouvez-vous me faire l'évaluation, parce qu'il est hors de question que je retarde mon traitement. Et on s'est donné un délai d'1 semaine maximum, donc il faut arriver à l'appliquer. Il faut que cette synthèse de cette évaluation soit prise en compte dans la discussion de la RCP. On voit parfois des évaluations qui sont faites alors que le patient a déjà le traitement le lendemain. Autrement dit, l'évaluation ne sert à rien. Et puis, il faut que l'oncologue et que le gériatre aient un langage commun. Ça veut dire qu'il faut former les gériatres à l'oncologie et il faut former les oncologues à la gériatrie pour avoir un discours commun. Voilà un petit peu les principales équipes en Basse-Normandie. On essaye d'étayer l'ensemble du territoire. Et puis voilà, en Haute-Normandie, on a aussi 5 équipes qui se mettent en place. Les tests réalisés, en gros, on fait toutes les recherches des fragilités des sujets âgés. On va passer vite parce que ce n'est pas trop le sujet du jour. C'est le contexte social,
c'est la dépendance, l'autonomie du patient avec les échelles ADL et ADL. Ce sont les troubles de la marche, ce sont le statut nutritionnel, le statut cognitif, l'existence ou non d'une dépression, et puis les bilans biologiques à la recherche en particulier d'une malnutrition et d'autres anomalies existantes. Et à la fin, on fait une synthèse globale. En général, ça s'est réalisé en hôpital de jour, avec donc un médecin, une infirmière, et en fonction des établissements, une assistante sociale, une diététicienne, une ergothérapeute. Et après, il y a une synthèse médicale avec une proposition thérapeutique. On classe le patient et il y a une proposition, un plan de soins personnalisé qui prend à la fois le plan gériatrique et le plan oncologique. L'axe 2, c'est la recherche, avec juste 2 petits chiffres. Vous voyez ici, c'est aux États-Unis. Vous voyez qu'à peu près les patients de plus de 75 ans représentent, comme en France, 30% des malades, mais que, en fait, ils ne sont qu'à peu près 10% à être représentés dans les essais thérapeutiques. Donc les patients âgés sont sous-représentés dans les essais thérapeutiques et ce sont souvent des patients sélectionnés. En France, on n'est pas à 10%, on est à 1%. D'où l'objectif du plan cancer, d'arriver à 5% de patients de plus de 75 ans inclus dans les essais thérapeutiques. On a créé un filtre sur le site du réseau Onco-Basse-Normandie afin d'avoir facilement accès aux essais thérapeutiques concernant les sujets âgés. Et puis on essaye de mettre en place des essais thérapeutiques avec un essai, par exemple, le MOCA, qui va comparer la sensibilité des tests MOCA et MMS lors de l'évaluation oncogériatrique, et puis l'essai TELOG, qui va essayer de valider un questionnaire de suivi oncogériatrique infirmier à 3 mois du début de la prise en charge, puisqu'actuellement on en est à l'évaluation de la fragilité du sujet âgé à l'initiation du traitement. Et une des grandes questions, c'est le suivi, comment on suit ces patients. Il est hors de question de les renvoyer dans la nature, parce que s'il y a des complications, il faut qu'on arrive aussi à les prévenir. Donc il faut aussi qu'on arrive à savoir comment les suivre. Et puis bien sûr, il y a des groupes coopérateurs nationaux et internationaux auxquels on participe, en particulier au niveau des essais thérapeutiques. La formation, on met en place, alors l'INCa dans son projet voulait qu'on mette en place un DU. On pense que c'est un petit peu lourd, il y a déjà des DU à Paris, à Nantes. Voilà, on voulait faire une solution intermédiaire, donc on a fait une formation en 2 étapes. Un niveau 1 qui est une étape de sensibilisation, pour lequel on va aller dans l'ensemble des hôpitaux périphériques pour expliquer qu'est-ce que l'oncogériatrie, qu'est-ce que le G8, pourquoi on a choisi ce test, comment le faire. Et donc, vous voyez, voilà, ça passe mal, mais il y a des dates à Caen, à Alençon, à Lisieux, à Vire, et en Haute-Normandie, à Rouen, etc., où on va réaliser ce niveau pour l'ensemble des personnes intéressées, que ce soit infirmiers, médecins, etc. Et puis le deuxième niveau, c'est un niveau de, entre guillemets, perfectionnement qui devrait permettre de réaliser des évaluations oncogériatriques et de faire un suivi oncogériatrique. Ça se passe en 2 temps, en 3 jours, avec un programme de DPC, et c'est une fois par an, une fois à Caen et une fois à Rouen. Donc toutes ces données sont accessibles sur le site d'Onco-Basse-Normandie. Si vous voulez avoir des renseignements et vous inscrire, c'est tout à fait possible. La formation, on essaye aussi de noyauter les étudiants, parce que plus on sensibilise tôt, plus probablement on gagnera. Donc on commence à sensibiliser les écoles d'infirmières, et puis on participe aussi aux formations des étudiants médicaux dans le cadre des DES et des DESC. La sensibilisation, ça passe par un site web, parce que c'est une manière facile de communiquer. Donc là, on s'est appuyé sur le site du réseau, où on a une page nous-mêmes. Merci. Et puis, on édite une newsletter qui est envoyée à l'ensemble des établissements et des personnes qui traitent des patients âgés avec un cancer, 2 fois par an en moyenne, pour essayer de les tenir au courant des articles les plus intéressants et du travail de l'UCOG. On a fait une brochure pour les personnels de santé qui reprend Oncodage. D'ailleurs, vous pourrez avoir à l'entrée de l'amphi. Et puis, on a mis en place aussi un programme DPC, essentiellement tourné vers les EHPAD dans un premier temps, sur les dépistages des cancers de la peau.
chez les personnes de plus de 75 ans. Et puis on va essayer de le mettre en place aussi pour les libéraux, mais dans des régions spécifiques où on sait que la démographie médicale fait que c'est très important d'essayer de sensibiliser le personnel soignant paramédical et médical à ce type de dépistage. L'information du grand public, toujours le site web, c'est incontournable. On a aussi réalisé une brochure pour le grand public, qui est aussi disponible pour mettre dans les salles d'attente. On a essayé de faire des articles de presse, il faut qu'on continue pour faire connaître l'UCOG et surtout l'oncogériatrie. Et puis on réalise aussi des soirées grand public pour essayer d'informer les gens. Enfin, en conclusion, c'est un défi. L'oncogériatrie, c'est une activité transversale, en plus qui est que de la coordination, c'est-à-dire qu'on prend 2 équipes de soins qu'on essaye de faire travailler ensemble, ce qui n'est jamais simple, voire même compliqué. Et donc, il faut travailler avec les équipes d'oncogériatrie, il faut travailler avec les filières locales d'oncologie et de gériatrie, il faut travailler avec la santé de ville, et c'est pas simple, parce que l'organisation est pour nous un peu désorganisée de notre point de vue hospitalier. Et puis, il faut travailler avec donc, la Haute-Normandie, avec le réseau de santé de ville, avec les équipes de recherche clinique, avec les responsables des usagers, ce qui fait, voilà, il y a beaucoup de collaboration. Voilà. Et tout ça, c'est soutenu par l'INCa. Voilà, je vous remercie. Un exposé très synthétique qui répond, je pense, à notre quotidien et qui aussi nous interpelle donc, sur la prise en charge des sujets âgés atteints donc, de pathologies cancéreuses. Je retiendrai l'intérêt, la nécessité de s'approprier cette échelle qu'est le G8, une échelle donc accessible à tout un chacun, soignant, qui nous permet donc de screener les patients pour lesquels il y aurait donc un intérêt d'une prise en charge en oncogériatrie. Est-ce qu'on a une idée actuellement dans notre région de la diffusion de cette échelle, de son utilisation par les médecins, les chirurgiens, les équipes paramédicales? La réponse est non, mais la réponse est on nous le demandera. Donc ça veut dire que de toute façon, il va falloir tracer obligatoirement et qu'il va falloir évaluer. C'est pour ça aussi que dans notre niveau 2 de formation, on a pris justement la mise en place de la filière oncogériatrique et l'évaluation de la réalisation du G8 comme un sujet de DPC pour justement sensibiliser encore plus les gens à réaliser ce test. Mais effectivement, actuellement, on ne sait pas. On ne sait pas, ça sera compliqué de savoir, effectivement, la proportion de G8 réalisée, c'est toujours compliqué. Voilà, mais une échelle qui est simple, facile à réaliser tout à fait. Et très informative. Oui, tout à fait. Des questions de la part de la salle, peut-être? Non, c'est le début de la matinée. Le café n'a pas encore fait effet. Voilà. Oui. Est-ce qu'on aurait un micro éventuellement? S'il vous plaît. Je me place en qualité de médecin traitant qui a un patient âgé qui doit être inclus dans un protocole de traitement par chimiothérapie. Comment peut-on savoir s'il a eu un bilan oncogériatrique? Alors, en théorie, toutes les évaluations oncogériatriques sont adressées aux médecins traitants et à l'oncologue, de manière systématique, tout le détail et toute la synthèse. Donc, normalement, le médecin traitant, sachant que parfois, malheureusement, dans les établissements, le délai entre la réalisation de la consultation, l'évaluation et le courrier d'envoi est un peu long, mais normalement, tout est envoyé au médecin traitant. Non, pas de questions? Qui peut vraiment réaliser ces évaluations oncogériatriques en termes de médecins, infirmiers
Alors, clairement, idéalement, il faut un DU d'oncogériatrie. Alors, ça existe à Paris, ça existe donc à Nantes. Après, un DU, c'est lourd. Les politiques de formation dans les établissements ne sont pas faciles du fait des budgets. Et on ne peut pas... Voilà, en plus, un DU, c'est cher, c'est long. Donc, on propose une formation, nous, à 2 niveaux. Et on estime qu'une fois que les niveaux 1 et niveau 2 sont réalisés, les personnes seront aptes à réaliser ces évaluations oncogériatriques. Voilà. Mais ça n'empêchera pas qu'éventuellement, dans un 3e temps, les personnes qui en font fassent le DU d'oncogériatrie. C'est quand même une formation beaucoup plus large. À droite, S'il vous plaît. Nadine. Les infirmiers libéraux sont-ils appelés à faire ce genre d'enquête? Alors je pense que les infirmiers libéraux sont bien placés pour faire le G8, puisqu'ils sont au contact des patients. L'évaluation oncogériatrique, non, parce que ça prend 2 heures, donc c'est pas possible. Mais par contre, le screening, oui, c'est tout à fait faisable, sans aucun souci. En repassant par le médecin traitant pour faire remonter l'info après. Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue hier soir, effectivement. C'est qu'est-ce que fait l'infirmière une fois qu'elle a fait cette échelle G8? Et l'une de nos discussions, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le médecin traitant qui devait être probablement le premier relais pour passer l'information après à l'établissement hospitalier, en sachant qu'il faut savoir après à l'établissement hospitalier à qui on s'adresse pour passer cette information. Il y a des accords professionnels, pluriprofessionnels qui vont être signés aujourd'hui avec des rémunérations pour le lien du médecin et de l'infirmière. Donc peut-être que ça pourra s'inscrire dans ce schéma-là. On prend note. Ça sera la dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis infirmière d'annonce à Vire et je travaille en ambulatoire. Et ma question est, à partir de quel moment l'infirmière d'annonce intervient? Parce qu'on a le souci que les patients ils passent en consultation d'oncogériatrie et en 2e temps, on les reconvoque pour la consultation d'annonce. Et là, parfois, ils nous disent, écoutez, on a déjà eu 1h30 de consultation, on en a marre, on ne veut pas venir en consultation d'annonce infirmière. On a ce souci-là. Oui, tout à fait. C'est le problème de rajouter une strate d'évaluation sur un bilan, en fait. Alors après, il faut essayer de s'organiser éventuellement pour que ça puisse se faire dans le même temps. Nous, notre expérience au centre, c'est que très souvent, les patients viennent avec leur famille et très très souvent, ils parlent beaucoup du cancer, des traitements et demandent beaucoup d'informations à ce moment-là. Donc je pense que peut-être, il faudra à terme envisager de regrouper ces 2 activités, entre guillemets, d'évaluation oncogériatrique et d'annonce. Mais c'est vrai que notre expérience, vraiment, en tout cas les infirmières, les médecins passent un temps fou pour réexpliquer le cancer, réexpliquer le traitement, etc. Donc je pense que c'est à peu près similaire, on peut grouper les 2. Merci.